Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre deux gorgées. Aujourd'hui, je reçois Michel Angeli, comédien qui aime autant la scène que le plateau et qui sait faire exister un personnage en 3 gestes, 2 silences et un regard qui coupe net. On parlera de ses débuts, de l'impro qui lui aiguisait le timing, de ses seconds rôles qu'il transforme en rôle décisif et de son plaisir à chercher la justesse plutôt que l'effet. Au menu, comment il fabrique un personnage, par le corps, la voix, l'écoute, ce qui change entre caméra et théâtre, des souvenirs de tournage et ses projets du moment. Bref, la boîte à outils d'un acteur qui préfère faire simple et vrai. Installez-vous, servez-vous une gorgée. Place à l'interview de Michel Angeli. Un poète se confie, les rêves qui s'allument dans un souffle de vie. Un instant fragile, une parole offerte, des idées qui dansent, une flamme qui reste. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités. Et bonjour Michel. Eh bonjour, comment vas-tu? ça va? Ça va, toi? La forme? Ouais, très bien. Eh bien Michel, dis-nous un peu, d'où viens-tu? Où as-tu grandi? Alors, d'où je viens? Eh bien, d'abord, c'est une longue histoire. On pourrait écrire un livre, mais je vais pas faire le livre maintenant parce que c'est un peu long. Donc, en fait, moi, je suis né dans la région parisienne, à Vernouillet. Et à l'âge de 2 ans, j'ai attrapé une maladie des intestins assez grave. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment, je parle de ça il y a 62 ans, il n'y avait pas vraiment de remède efficace pour me soigner. Même les hôpitaux, ils savaient pas, enfin bon, bref. Et puis, un jour, mon père était désespéré de ne pas pouvoir arriver à me guérir et j'étais en train de dépérir. Il rencontre dans le métro un professeur médecin à la retraite. Et mon père, il discute et mon père lui parle de moi. Et ce médecin lui dit comme ça, le seul truc, si vous voulez vraiment sauver votre fils, il faut lui faire boire du lait de chèvre pur et il faut que vous trayiez le lait de chèvre dans sa bouche et pas intermédiaire avec un biberon ou un gobelet ou quoi que ce soit. Il faut vraiment direct dans la bouche. Mon père était assez stupéfait. Il avait déjà entendu parler d'ailleurs que le lait de chèvre était très puissant, justement, c'est un antipoison. Mais de là à ce que ça fasse cet effet-là, donc, ils ont déménagé de Paris et on a été habité en Auvergne, dans la maison des grands-parents de mon père. Et alors là, mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un troupeau de chèvres et puis tous les matins, avant d'aller au travail, il me prenait, hop, et il allait sous la chèvre et puis il me trayait directement dans la bouche. Et parfois c'était ma mère ou ma grande sœur, etc., etc. Et de fil en aiguille, au bout de 6 mois, impeccable, plus de problème, digestion parfaite, plus rien du tout. Donc, ils m'ont quand même ramené chez un médecin pour avoir un contrôle un peu plus sérieux. Et effectivement, ils ont dit, écoutez, on voit qu'il n'y a plus de champignons, rien du tout dans les intestins. Comment vous avez fait? Et donc, c'est là où mes parents ont dit, on lui a donné que du lait de chèvre pur, tout le temps. Et alors, eux, ils étaient un petit peu grimaçants parce qu'effectivement, ça touchait un petit peu l'industrie pharmaceutique, ce qui est un petit peu embêtant, évidemment. Mais n'empêche que c'était révolutionnaire et ils m'ont sauvé la vie. Merci papa, merci maman, qui êtes au ciel, je pense tous les jours à vous. Et donc, voilà. Donc j'ai vécu en Auvergne toute mon enfance avec mes frères et sœurs. On est 8, enfin maintenant on n'est plus que 7 malheureusement. J'ai perdu une de mes sœurs il y a quelques mois. Et voilà, on a vécu là, à la campagne, au milieu des animaux, de la nature. On a vécu de jardins, on a vécu des œufs, des poules, enfin bref. Et on ne tuait jamais nos animaux parce que nous c'était pas notre truc, on n'aimait pas tuer les animaux, on préférait manger les œufs
etc. Tondre la laine des moutons, ok. Bon, on faisait des matelas, tout ça. Enfin, on se débrouillait vraiment comme à la dure. Et ça marchait bien. Ça marchait très bien. On avait une vie très équilibrée, etc., etc. Bref. Et puis, à partir de, quand j'ai commencé à aller à l'école, évidemment, l'institutrice de l'époque, j'étais un peu son chouchou. Je me rappellerai toujours, Mademoiselle Marotte. Elle s'appelait, c'était sa première classe. Elle venait juste de sortir de l'école normale. Et alors, j'étais devenu son petit chouchou. Et elle m'avait surnommé Michou. Et ce prénom m'a collé à la vie, mais quelque chose de terrible. Ça m'a poursuivi toute ma vie. Michou, Michou, Michou. Alors que c'est Michel, Michel. Je dis c'est Michel. Bref, j'ai 63 ans, c'est Michel, pas Michou, hein, faut arrêter là. Enfin, c'est rigolo. Enfin, bon, c'est resté dans les mœurs, et puis c'est resté comme ça, et puis c'est comme ça, c'est la vie. On me surnomme Michou, entre intimes, dans la famille, les amis, etc., etc. Mais c'est Michel. Et enfin bref, toujours est-il que ce prénom Michou, psychologiquement, m'avait donné un côté un peu exubérant, un peu comme fantasque, un peu sauvage, un peu blagueur, un peu déconneur, qui fait que à l'école, je n'apprenais rien. Je n'arrêtais pas de faire le con, à amuser les copains, les camarades, tout ça, faire rire la classe, etc., etc. Et ça n'allait pas, évidemment. Je ratais les cours, je ratais les classes, à chaque fois je redoublais, à chaque fois, hop, hop. Ce qui fait que je me suis retrouvé à l'école du village. J'étais le doyen de l'école. 14 ans, hein. Faut y aller, quoi. Et tous les autres, c'était des petits. On aurait cru à un moment donné que c'était moi le prof. Enfin, bref. Et alors, l'institutrice, évidemment, elle me trouvait rigolo, et puis elle m'aimait bien, et puis mon petit Michou par-ci, mon petit Michou par-là, enfin, bref. Et puis, elle décide de monter une petite pièce de théâtre avec les enfants de l'école et tout ça. Bref. Et puis, j'ai commencé à faire mes premiers pas sur les planches à l'âge de 6 ans et demi. Ouais, 6 ans et demi. Et alors, c'était un peu comme magique, parce que elle m'a lancé, pas à apprendre un texte par cœur, mais elle m'a lancé dans l'improvisation, et c'est les autres acteurs qui devaient connaître un texte. Et je me suis lancé dans l'impro et j'ai improvisé comme ça. Je me suis amusé comme un fou et tout le monde se marrait bien, tout le monde rigolait. Même les camarades, ils n'arrivaient pas à se concentrer parce que je les faisais rire. Enfin bref. Et donc j'ai pris goût un peu au théâtre d'une façon naturelle, sans forcer, sans rien. C'est venu comme ça. Je suis né comme ça. Je sais pas, ça me vient de quelque part sûrement. Enfin bref. Et d'ailleurs, on a des ancêtres, si on remonte très 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 loin, au temps de François Ier, le fou du roi s'appelait Angélie. Il s'appelait le fou d'Angélie. Et c'est exactement la même orthographe. Et c'était le fou d'Angélie, et c'était le guignol du roi, quoi. Enfin bref. Bon, maintenant, j'ai pas été vraiment vérifié si on est originaire de là, mais je trouve ça rigolo de le mettre. Et comme en France, il y a un endroit qui s'appelle Saint-Jean d'Angély, comme un de mes frères, qui s'appelle Jean, donc je trouvais ça rigolo, enfin bref, de mettre une petite anecdote comme ça. Bref, du coup, chaque année, on faisait une pièce de théâtre, et puis en grandissant, et puis un peu plus, et j'en voulais toujours plus. Je voulais vraiment jouer, c'était un bonheur, un plaisir d'être sur scène, à pouvoir interpréter des textes et jouer... animé du truc avec des fables de La Fontaine, pas en récitant les fables de La Fontaine, que je trouvais fatigant, rien que d'entendre mes camarades qui récitaient des fables de La Fontaine. Ça me saoulait. Et les pauvres, ils se forçaient à faire cette fable, il faut la faire. Alors que moi, je m'amusais à la faire. Je l'animais tout en respectant le texte, évidemment. Et je faisais le pitre avec ça, et tout le monde se marrait. Bref. Donc, ça a continué comme ça. Et puis, à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans, tout ça, j'ai enchaîné des tournées de pièces de théâtre avec la région là-bas, en Auvergne. Ouais, ça, je dois préciser, c'est l'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, à Malaleuge. Malaleuge, c'est un petit hameau. Il y a 10 habitants qui habitent en permanence. Et puis, en été, il y a 25 plus ou moins habitants. Et c'est là où moi j'ai hérité de la maison
familiale, donc. Et c'est une maison immense qu'il faut restaurer. C'est un truc de fou. Ça représente un gouffre. Bref. Et du coup, moi, comme j'ai pas d'argent du tout, qu'est-ce que je fais avec le détecteur de métaux d'un copain? Qu'est-ce que je fais? Je cherche des trésors partout. Parce que là-bas, les anciens du village m'ont raconté, quand j'étais petit, des histoires qu'ils avaient entendues eux-mêmes de leurs arrière-grands-parents, qui avaient eu des trésors ici dans le village quelque part, et ils n'ont pas su chercher, forcément. Pourquoi ils n'ont pas pu chercher? Parce que ils n'avaient pas le temps. Ils s'occupaient de leurs animaux, ils faisaient la ferme, c'était leur travail, ils devaient gagner leur vie. Donc ils n'avaient pas le temps de fouiller, chercher, machin. Bref. Du coup, comme moi, j'ai pas de ferme, j'ai pas d'animaux, tout ça à explorer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avec mon détecteur de métaux, hop, je passe le détecteur de métaux un peu partout. Et je me dis, c'est vrai que c'est un côté un peu gamin, mais je me dis, si au cas où je tombe sur un trésor énorme sur mon terrain, et je dis, mais voilà, je restaure ma maison qui est en train de s'écrouler, et je fais un palace. Et un palace qui sera un genre de palace que sur le cinéma. Ça sera de la déco cinéma. Ça sera que des choses qui auront un rapport avec le cinéma, mais ça sera une maison habitable, évidemment. Je ne veux pas en faire un musée, c'est une maison habitable, mais c'est pour faire venir des amis, réalisateurs, comédiens, comédiennes, artistes de tous bords, pour leur faire découvrir ce lieu, et je pourrais même louer des chambres d'hôtes. Parce que c'est assez grand pour faire des chambres d'hôtes. Hein. Et enfin bon, voilà. Et cette passion du théâtre a continué. Et alors en 2000, non, qu'est-ce que je raconte, bien avant. J'ai fait mon premier essai de tournage en 87, oui c'est ça. Mon premier film en 87. C'était pas une figuration, c'était allez, je dirais 10 fois, la Tonnerre de Brest. C'était bref, un petit rôle, on va dire. Voilà. C'est pas un rôle, mais c'est un petit rôle. Voilà. Ouais, donc c'est en 89 que j'ai commencé mon premier tournage avec Roger Plançon, qui est le directeur du Théâtre National de Lyon. À mon avis, à notre époque, il doit plus être de ce monde, le pauvre. Il était déjà âgé à l'époque. Et il m'avait donné donc un petit rôle à faire, assez rigolo, et c'était vraiment assez impressionnant parce que je découvrais le monde du cinéma et je devais porter une charrette et avec dessus il y avait une fermière, tout ça, assez jolie, avec très coquette, machin, et sur de la paille. Et donc je devais traverser un champ avec elle. Et à un moment donné, au top, je balance la charrette en arrière. Et je vais pour lui sauter dessus, et on doit batifoler, on doit faire des trucs, enfin bref. Et alors, donc on le fait, et à l'action, tout ça. Et alors, tout le monde, à mourir de rire par terre, ils en pouvaient plus. Parce que moi, je le faisais vraiment pour du vrai, pour faire vrai, quoi, pour que ça ne soit pas raté, quoi. Tout le monde rigolait, ils en pouvaient plus. Et le réalisateur, il en pouvait plus non plus. Il dit, bon, c'est génial, mais là c'est un peu beaucoup. Il faut que tu y ailles mollo. Enfin bref. Ça, c'était une expérience. Et puis, ça s'est enchaîné de rôle en rôle. Après, j'étais habité en Martinique pendant quelques années. J'ai rencontré un scénariste là-bas, très sympa. Et puis, je suis revenu en Europe. Et j'ai commencé à l'Académie des Verts, en théâtre, en art dramatique, déclamation, diction, dans l'école de Nicolas, Jean-Daniel Nicodème. Jean-Daniel Nicodème, merci pour lui, le pauvre. Et donc, là, j'ai fait 7 ans d'académie, j'ai fait un peu d'impro avec lui, j'ai fait aussi, évidemment, de la déclamation pas mal. Tu as fait aussi pas mal de ligues d'impro. J'ai fait de la ligue d'impro aussi. J'avais commencé. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire la ligue d'impro? Alors, la ligue d'impro, c'est extraordinaire. La ligue d'impro, c'était malheureusement pas en professionnel que j'aurais aimé. J'ai beaucoup fait de ligue d'impro avec d'autres professionnels de l'impro dans des cadres fermés, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça ne me convenait pas. Je n'arrivais pas à avoir
une entente avec tout le monde parce que je prenais un peu trop de place par rapport à eux et parce que je m'amusais tellement, j'étouffais tout le monde. Donc, je préférais arrêter et pour eux et pour moi. Et donc, j'ai fait de l'impro avec d'autres, un peu, on va dire, en amateur, on va dire. Mais c'était un bonheur. Pour moi, c'est l'impro, c'est un bonheur. Hein. Je déconne tout le temps, j'adore. Enfin bref, et j'ai continué l'impro. Et puis après, bon, j'ai arrêté parce que je devais bosser, je trouvais du boulot, de l'argent, tout ça, bref. Et puis de fil en aiguille, et puis j'arrêtais pas de faire des tournages. Je travaillais chez Coca-Cola la journée, et puis le soir j'allais suivre des cours, et puis parfois il m'arrivait de tourner la nuit pour un film. Je travaillais quand même la journée pour Coca-Cola. Enfin bref, c'était une époque assez pénible et assez dure, mais je m'amusais, j'étais jeune et j'avais le temps. Bref, enfin le temps si on veut. Et alors voilà. Et je suis arrivé à faire des rôles différents, de plus en plus importants. Chaque année, je me donnais un défi. Si j'ai pas un rôle plus important à chaque fois, j'arrête. J'arrête le métier, c'est que c'est pas fait pour moi. Mais comme à chaque fois que sur un an, eh ben, on me proposait encore un petit rôle et un rôle un peu plus important, et etc., etc. Du coup, je suis arrivé à un tel niveau que je me suis mis à avoir des petits rôles secondaires, des rôles un peu importants, et puis des grands rôles, et puis des premiers rôles. Et donc voilà, et c'est ça que j'ai travaillé avec des grands réalisateurs, des gens charmants, des gens extraordinaires, et qui ont su me diriger. D'abord parce qu'ils me connaissaient bien, ils savaient comment me diriger. Mais même ceux qui me connaissaient pas, comme Éric Valette, avec qui j'ai bossé sur son film avec Thomas Sisley qui est charmant. Éric Valette, c'est un amour d'homme, vraiment. Et j'ai fait un tournage extraordinaire pendant plus de 14 jours avec eux, en France, en Belgique. C'était un rôle assez intéressant. Et surtout avec lui, Thomas Sisley et Éric Valette aussi. Enfin bref, et toutes les autres de l'équipe. Et puis, j'ai tourné aussi avec des grands réalisateurs, avec, par exemple, Manu Gomez, dans Le Prince de ce monde, avec Lio. Il y avait Lio, Jean-Claude Dreyfus, Laurent Lucas. Moi, j'avais un rôle important. Là, j'avais le 4e rôle, etc. Alors, il y a le serpent aux 1000 coupures aussi. Ça aussi, c'était un film... non, qu'est-ce que je raconte? Non. Le serpent aux 1000 coupures, oui, eh ben, c'est celui-là, avec Thomas Sisley. Oui, d'Éric Valette. Oui, je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin bref. Donc c'est ce film-là. Et avec l'autre long métrage que j'ai fait il y a quelques années maintenant, c'est allez, on va la voir. Tiens-le. C'est le des deux Dominique Dubuisson et Dominique Smet. On a fait Marbistar de Couillule et des Églises, où j'avais un très beau rôle, puisque c'était dans les 3 premiers rôles que j'étais, avec Johnny Cadillac, Dominique Smet, et qui est aussi réalisatrice en plus, et Dominique Dubuisson, qui est son mari, qui est producteur, et alors et Johnny Cadillac aussi, qui était rigolo, on s'est bien marré. Bref, ça c'est aussi des gros rôles. Et puis j'ai enchaîné avec des courts-métrages, avec des gros rôles dans des courts-métrages, etc. Avec des productions, évidemment, des rôles payants, qui étaient payés, avec des contrats, etc. Puis beaucoup de films aussi à côté, non payés, sans contrat, machin, mais je le faisais parce que j'aimais vraiment beaucoup le scénario et les rôles qu'on me proposait. Et tout dernièrement, là, justement, avec mon ami, qui est devenu mon ami d'ailleurs, Brandon Gotto, qui a fait, j'ai fait Iris avec lui et j'ai fait Inferno le deuxième, là, le dernier. Et là, on a quand même, on a gagné à Reims pour Iris, on a gagné le prix du meilleur drame. Ça, c'était une soirée extraordinaire. On a fêté ça au champagne, évidemment. Et alors, moi, j'en ai bu, bien que je bois pas d'alcool. Ça fait 35 ans que j'ai arrêté de boire, mais j'ai bu quand même du champagne. J'étais un peu pompette. Voilà, enfin, c'est pas grave. Il n'y a pas eu de dégâts, ça a été.
Et donc, après ça, il me propose de jouer dans son second avec moi, Inferno. Et Inferno, là, c'était costaud. C'était un rôle très costaud. Je ne sais pas si je peux trop dévoiler parce qu'il n'est pas encore sorti puisque il va dans les festivals. Mais je ne vais pas trop raconter pour pas gâcher la surprise. Mais en tout cas, déjà, on est nominé au festival de Cognac parmi les professionnels, alors que on est des indépendants. Et je trouve ça extraordinaire qu'ils nous mettent parmi les professionnels pour concourir pour le premier prix. Moi, je trouve ça magique. C'est bravo Brandon, à l'équipe aussi, évidemment. Et à Margot, sa compagne aussi, qui est extraordinaire. Annick Cornette, qui est sublime comme actrice. Elle est terrible. Elle a joué d'ailleurs souvent des rôles qui étaient pour jouer ma femme, mais à chaque fois j'étais son supérieur. Et bon, peut-être qu'un jour ça va changer, mais bref. Mais autrement, sinon, et alors avec Inferno, on est nominé aussi au Festival de Bruges. Donc oui, pour Inferno à Cognac, au Festival de Cognac au film policier, c'est le 18 octobre. Et retenez bien cette date et venez tout le monde là-bas. Hein. Bon. Et ensuite, on va à Bruges. On va à Bruges le 1er novembre. Le 1er novembre, au Festival de Bruges. Là aussi, on est nominé parmi les professionnels pour concourir pour le premier prix. Bon. Voilà. Donc, on s'embête pas trop. C'est bien. On se marre bien. C'est chouette. La vie est belle. Et voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire du cinéma, de jouer des rôles? Ça m'apporte le bonheur. Pourquoi le bonheur? Parce que... Tu n'aimes pas être toi-même? Si, j'aime bien. Si, évidemment, j'aime être moi-même. Mais j'aime encore plus la vie quand je m'amuse. S'amuser dans la vie, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est un plaisir d'interpréter des personnages. C'est un plaisir. Il faut se mettre dans cet état-là, pour comprendre le bien-être qu'on a quand on joue. C'est parce que on compose des personnages. Ça n'a rien à voir que, comme tu expliquais, c'est parce que tu ne t'aimes pas dans la vie. Mais si, non, c'est au contraire. Si on ne s'aimait pas dans la vie, on ne pourrait pas faire des personnages, on ne pourrait pas jouer des personnages. Il faut vraiment se connaître et s'aimer pour arriver à être capable pour représenter des personnages, de toutes sortes de personnages. Hein. Tu as travaillé avec plusieurs réalisateurs différents. Est-ce que tu pourrais nous donner un souvenir marquant de ton travail avec un réalisateur, quelque chose qui t'a vraiment marqué? Oui, avec José Dayan, c'est une femme extraordinaire que j'adore. Elle me fait rire, même avec son côté un peu dur à cuire, mais elle est extra, cette femme. Elle est géniale. C'est un monument du cinéma, une réalisatrice extraordinaire. Et je jouais un petit rôle dans un de ses films. Je crois que c'est Robert et François ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Et je jouais le rôle d'un inspecteur de police. Et moi, j'ai horreur d'arriver en retard sur les plateaux. Je préfère toujours arriver au moins 1 heure à l'avance, toujours. Et là, malheur de malheur, bouchon sur l'autoroute, accident, tout était fermé partout. À l'époque, on n'avait pas de GSM, bazar, truc, bref. Je dis, oh, catastrophe, je commençais à m'énerver, je paniquais et tout. J'arrive quand même sur le plateau 5 petites minutes en retard. Et elle vient vers moi, elle me gueule dessus. Je lui donne pas tort, hein, attention, c'est normal. Ça coûte beaucoup de pognon d'attendre quelqu'un. Bref. Donc, elle m'engueule comme du pu. Et, enfin, non, j'exagère. Elle m'engueule d'une manière professionnelle, mais elle me secoue bien, hein, méchamment. Et j'espère que tu connais ton texte. Elle me regarde comme ça. Hein? Tu connais ton texte, hein? Oui, madame Dayan, je connais mon texte. Bon, allez, dépêche-toi d'aller te changer. Et alors, je vais me changer, maquiller, machin, je reviens sur le plateau. Hop, on fait une première répète, machin, la première prise, paf.
Elle dit, ah ben ça alors, oh, impeccable, mais c'est génial, on va, ça c'est la bonne, hein. Mais on en fait une deuxième parce que elle est extraordinaire. On refait la deuxième, et après elle revient vers moi comme ça, elle me tape sur l'épaule, allez mon gars, ça c'est bien. Oh mais ça c'était, c'était un personnage qui m'a marqué. Ben, il y en a d'autres qui m'ont marqué, hein, des réalisateurs avec de façon différente évidemment. Il y en a qui sont très silencieux, qui disent pas grand-chose, ils regardent beaucoup. Et le fait de regarder, ils savent très bien comment ils vont faire travailler tel personnage. Ou alors ils crient. Je suis tombé un jour, malheureusement, j'aurais bien aimé travailler avec Jean-Pierre Mocky. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais je suis tombé un jour sur un de ces réalisateurs qui lui ressemble un petit peu. Mais je veux pas dire son nom parce que ça serait un petit peu se moquer. Mais c'était formidable. Il gueulait comme ça sur le plateau. Mais non de Dieu, où est-ce qu'il est passé ce putain de connard d'ingénieur de son et tout. Et puis on était mort de rire, mais alors c'était un réalisateur, il se rendait pas compte comment il parlait, quoi. On était tous morts de rire, on riait en silence, hein, parce que t'es un réalisateur important. Enfin bref, et c'est extraordinaire. D'autres réalisateurs, il y a plein d'anecdotes avec plein de réalisateurs. Un coup, je devais courir habillé en soldat de la guerre 14. Et alors, il me dit, le réalisateur me dit, c'était Yves Boisset. Et il me dit, bah écoute, tu cours jusqu'au bout du champ, là t'as un tertre, tu descends, tu disparais et tu attends qu'on dise couper. Ok. Et alors, bon, à l'action, on part, je dis mon texte à l'autre personnage, et puis hop, et je pars. Et puis, j'arrive de l'autre côté, hop, et j'attends. Qu'est-ce que je vois? Une voiture de flic qui passe, c'était une petite route, et puis il s'arrête, et il me dit, monsieur, lâchez votre arme. J'ai dit, mais on est en train de tourner un film. Lâchez votre arme, monsieur. Lâchez votre arme. Et moi, ils étaient comme ça, la main sur le flingue, hein. Ils n'avaient pas sorti le flingue, mais la main sur le flingue. Et ils étaient comme ça, hein. Non, mais allez, tout de suite. Alors, mais regardez vous-même. Il envoie son collègue et puis il regarde. Et puis, il lève la tête, il regarde. Oh putain, oui, c'est vrai, il tourne un film. Et on entend le réalisateur là-bas qui gueule. Mais on t'a pas dit que c'était coupé. Non, ouais, c'est pas moi, c'est lui. Enfin bref. Si tu pouvais revenir en arrière et te rencontrer quand tu avais 10 ans, qu'est-ce que tu pourrais te dire? Tu te verrais, tu crois, là? Allez, viens, gamin, je vais te dire quoi. Ah ben, tu t'es pas trompé, gamin. T'as fait ton chemin comme tu le voulais. Mais il faut pas faire les erreurs que j'ai faites. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait des erreurs comme ouvrir ma gueule un peu trop souvent, parce que j'ai un caractère, évidemment. Et je dis trop facilement les choses que je pense. Donc, et c'est pas toujours des choses sympas. Donc, il vaut mieux que je me taise. C'est pour ça, gamin, écoute-moi bien, ne fais pas comme moi. Réfléchis dans ta tête et garde les choses pour toi. Ne va pas commencer à gâcher ta vie, à foutre ta vie en l'air en te faisant mal voir parce que tu as dit ça, parce que tu as dit ci, parce que tu en as fait qu'à ta tête. Si tu veux réussir, écoute-toi toi-même, fais-toi confiance, mais ne réponds pas, ne réagis pas, réfléchis, avance doucement, prudemment, et tu arriveras. Peut-être plus vite que moi. En fait, il faut arriver à quoi? À quoi veux-tu arriver? Je veux arriver à jouer tout le temps, à jouer tout le temps. Moi, la vie, c'est du cinéma. C'est ça, c'est du cinéma, la vie. Même maintenant, c'est du cinéma. En face de moi, c'est un film qu'on fait. On est ensemble, on est dans le même film. Les gens qui sont là-bas, qui sont là, ils sont dans le film. Tout le monde est dans le film. On a même des flics, là, regarde. Les flics là-bas, hop. Les flics là-bas aussi, t'as des passants partout. Ils font partie du film. Mais tout est un film, tout est un cinéma. Pour moi, dans ma tête, c'est comme ça. C'est pour arriver à faire des histoires, à créer des histoires, à aller jusqu'au bout des histoires, rêver dans ce monde tellement triste, tellement mal foutu, tellement
ça part en travers. Faisons rêver les gens, ils en ont besoin. Et mon métier, c'est ça. Mon métier, c'est de faire rire les gens tout en m'amusant et en distrayant les gens en plus. Et c'est ça mon bonheur. Mon bonheur, c'est de voir que les gens sont heureux de me voir jouer ou de m'écouter. Et c'est ça qui nous sauvera tous. Que si tout le monde réagit comme ça, tout le monde s'écoute, tout le monde se fait confiance, tout le monde s'aime, on va finir par arriver à un truc extraordinaire, à sauver ce monde. Parce que là, on ne le sauve pas, hein, je suis désolé. On est en train de l'enfoncer dans l'enfer total, l'enfer de l'infini. On ne sait pas où il s'arrête, cet enfer. C'est terrible. Ah oui. Bon, Michel, pourrais-tu résumer ta vie en 30 secondes max? Ouais. Top chrono. Je suis né avec la passion de jouer au théâtre et au cinéma, avoir des grands rôles et pouvoir faire tout ce que je veux de ma vie, avec des histoires aussi que j'écris, parce que j'écris avec passion et je suis tellement heureux de jouer, de rencontrer des réalisateurs et des acteurs et des directeurs de casting et tout ça, que pour moi c'est ça la vie. Ma vie ne tient qu'à ça. J'ai des petits soucis de santé, mais ça s'arrange. Top, c'est fini. Tu dois expliquer ton métier à un enfant de 10 ans en quelques secondes. Qu'est-ce que tu dis? Gamin, fais ce que tu veux de ta vie, mais fais-le bien. Réfléchis à ce que tu veux faire. Quand tu es à 100% sûr de toi, fais-le. C'est ton métier, ça? Ah oui, pour faire un métier, oui. Non, ton métier. Ah, mon Tu dois métier! expliquer ton métier. Oh, mon pauvre! C'est-à-dire que si tu n'as pas peur, tu n'as pas froid aux yeux, pour jouer des rôles, faire ce métier, c'est très dur. Tu mâches de la vache enragée pour y arriver. Ou alors tu as un coup de bol extraordinaire. Donc, si tu veux faire ce métier, fais-le. Évidemment, c'est un très beau métier. Mais autrement, je te le déconseille vivement. Si tu n'as pas la passion, la hargne, et puis ce combat en toi. Voilà, mon petit. Si tu étais un regard de caméra, un objectif, un angle, une distance, lequel tu choisirais et pour quelle scène? Alors, regarde cette caméra, par exemple, pour dire « Oh, t'as de beaux yeux, tu sais ?» Non, mais non, sans faire le con. Un regard caméra, moi, c'est toujours les regards profonds. J'aime bien la communication des regards durs. J'aime bien la communication des regards rieurs, moqueurs, suspicieux, inquiétants, etc., etc. Mais en fait, j'aime faire tous les regards. Hein. Si tu étais une respiration de partenaire, quel effet cela aurait sur ton rythme de réplique? Une respiration de partenaire. C'est-à-dire que, voilà, j'attendrai qu'elle respire lentement, tout doucement évidemment, calmement. C'est-à-dire que si elle est essoufflée, ça veut dire que elle est fatiguée, ou elle est énervée, ou des trucs comme ça. Alors, je me mettrai sur son souffle pour la ramener tout doucement à la normale, du souffle normal. Tu comprends? Et donc voilà, c'est ça le souffle. Le souffle, c'est quelque chose, le souffle. Si tu étais une consigne de mise en scène en 3 mots, ce serait quoi? Consigne de mise en scène. Consigne de mise en scène. En 3 mots, précis, efficace et batteur. Si tu étais un vêtement de costume. Ah, c'est un vêtement militaire, style à la Rambo. Tu aimerais bien jouer à Rambo? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais pas un vrai Rambo. Hein. Si tu étais une attente sur un tournage, entre 2 prises, que fais-tu pour rester vivant dans le personnage? Alors, pour rester vivant dans mon personnage, j'évite qu'on me parle. S'il vous plaît. Merci de me laisser me concentrer et de rester dans mon personnage. Ça, c'est la première chose que j'exige. Bon, parfois, c'est plus fort que moi, je suis obligé de faire le pitre aussi entre les prises. Bon,
avec les autres, blaguer, tout ça. Mais autrement, non. Je m'amuse sur mon jeu, sur mon GSM, ou alors je lis. J'aime bien lire aussi plein de romans. Ou alors j'envoie des SMS, des camarades, tout ça. Ou voilà. Ou alors je dessine. J'aime bien dessiner aussi. Comment on fait un plan, tout ça, les personnages qui passent. Si tu étais un lieu de répète, Un lieu de répétition, pour moi, c'est une grande salle. Une grande salle, par exemple, une salle où on s'entraîne pour la danse, qu'on s'entraîne pour l'improvisation, qu'on s'entraîne pour le théâtre, etc. Une grande salle, voilà. Avec une bonne acoustique et un truc qu'on ait la place pour faire les fous. si tu pouvais dîner avec 3 personnes, vivantes ou mortes, qui choisirais-tu? Oh, ben ça, c'est évidemment. D'abord avec Vercingétorix, c'est un bon Auvergnat, c'est un chouette pote, et parce que je connais énormément lui. Avec Molière, évidemment. Molière, ça c'est un de mes plus grands que j'aimerais être avec. Et puis, et alors, Léonard de Vinci, évidemment. Mais il y en a plein d'autres, évidemment, c'est sûr. Hein. Mais autrement, c'est les 3 principaux que, pour moi, c'est... Et aussi Hugues de Payade, des Templiers, un des grands des Templiers qui était un type extraordinaire. J'ai lu plein de choses là-dessus. Enfin, bref. Voilà, c'est des personnages que j'aimerais... Einstein, évidemment. J'aimerais bien avoir Einstein aussi avec moi. Bon, faut pas être trop gourmand, hein, mais voilà. Et il y en a plein d'autres, même à l'heure actuelle, il y a plein d'autres que j'aimerais avoir autour de moi. Si tu pouvais choisir un rôle idéal, qu'est-ce que tu aimerais bien jouer maintenant? Un rôle comique. Un rôle d'un personnage entre Louis de Funès et Bourvil, entre les deux. Parce qu'ils étaient totalement opposés l'un de l'autre dans leurs personnages, souvent, et quasiment tout le temps d'ailleurs. Et j'aimais ce mélange qu'ils avaient entre eux, quelque chose de très fort, d'un naturel incroyable chez Bourvil et d'un travail extraordinaire chez Louis de Funès, et qui était justement la perfection de Louis de Funès et le naturel de Bourvil. Et j'aimais ce mélange, et j'aime toujours ce mélange. C'est pour ça que j'aimerais être à la fois ces deux en même temps, deux en un. Réplique courte ou silence long? Silence long. Plan séquence ou cut nerveux? Plan séquence. Coach voix ou coach mouvement? Coach te voix. Impro cadré ou texte au millimètre? Cadré. Premier rang participatif ou public discret mais attentif? Participatif, premier rang. Personnage à contre-emploi ou rôle signature affiné? À contre-emploi. Costume trop grand ou costume trop serré? Trop grand. Journée de tournage courte efficace ou nuit blanche inspirée? Nuit blanche inspirée. Café avant scène ou eau tranquille? Autre, chocolat chaud. Rappel bis ou salut net et rideau imaginaire? Rappel bide. Répéter longtemps ou laisser du frais pour la première? Rester discret. Pour la première, oui, évidemment. Le prochain défi, la comédie qui fait pleurer ou la tragédie qui fait rire? Oh, la comédie qui fait rire. Non. La tragédie qui fait rire. C'est bien, Michel? Santé. Allez, Marc, mon ami, quand Santé. tu veux, hein, si tu veux revenir quand tu veux, moi je serai à ton écoute, et, enfin non, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu seras à mon écoute tant que tu veux. Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu. On refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer.
Entre deux gorgées, les hommes se dévoilent. Un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les tuiles s'en